Nouveau numéro de l'invité de Bénin Web TV, fidèles abonnés, bienvenue. Nous recevons pour vous aujourd'hui Habib Arandessi. Il est président du mouvement socialiste révolutionnaire. Il est également président de l'ONG La Voix des étudiants. Alors, bienvenue Habib et merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est bon. Lors de sa descente au campus universitaire d'Abomey-Calavi, c'était le vendredi 13 mars 2020, le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Alain Orunla, vous a donné la parole au nom des étudiants. Quelques heures plus tard, cette situation a suscité donc la colère de certains responsables étudiants qui vous accusent donc d'avoir officialisé le contrôle du mouvement étudiant par le gouvernement. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez? Et ceux qui disent que le ministre m'a donné la parole en tant que représentant des étudiants, c'est faux parce que celui qui a porté la voix des organisations estudiantines et la voix des étudiants, eh bien, c'était le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Oui, mais vous avez exposé le problème des étudiants. Oui, après son intervention, eh bien, la parole a été remise au public. Donc, c'était un débat à bâton rompu. Et ils ont commencé par prendre les intervenants à partir de ma rangée. Donc, j'étais le premier intervenant après, bien sûr, l'intervention du président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Donc, quand moi, j'ai pris le crachoir, comme on le dit, j'ai exposé tout simplement le bilan de la gestion du pouvoir à l'université d'Abomey-Calavi de 2016 à nos jours. Et c'est tout à fait normal que je prenne la parole à cette occasion, puisque je fais partie de ceux qui ont vécu assez de choses sous le régime de la rupture à l'université. Pour la petite histoire, je fais partie des 21 responsables étudiants exclus, après, tout juste au lendemain de la prise du pouvoir par M. Patrice Talon. Je fais partie de ceux qui ont connu une année blanche. Je fais partie de ceux qui ont été réprimés à la hauteur de la bourse du travail. J'ai été même arrêté le jour-là, le 26 juillet 2016, par le préfet, sous ordre du préfet Toboula. Nous avons été réprimés au cours d'une assemblée générale dans un lieu privé à l'hôtel Le Refuge. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire au ministre et de présenter devant tout le monde ce que le pouvoir de la rupture a été à l'université pendant bientôt 4 ans. Donc, quand j'ai pris la parole, quand j'ai fini de parler, tout en exposant également les problèmes actuels de l'étudiant, puisque je suis, qu'on le veuille ou pas, acteur du monde estudiantin et acteur de la lutte estudiantine. Et quand j'ai fini de parler, les étudiants étaient quand même très contents. Donc, il y a eu des ovations. C'est tellement que... Oui, mais juste après votre intervention, le ministre Alain Orunla vous a invité à le rejoindre donc sur le podium. Bien sûr, le ministre m'a invité à le rejoindre sur le podium puisque mon intervention a d'abord emballé toute la salle et le ministre, en m'invitant, il a dit que lui reconnaît, et c'est tout à fait normal, mon degré d'engagement auprès des étudiants. Il n'a rien fait de mal que de reconnaître ce qui est. Cela voudra-t-il dire que Habib Arandessi est désormais présenté comme un trophée de guerre? Non, pas du tout. Reconnaître, moi je pense que c'est une manière pour le pouvoir ou bien pour le régime de la rupture de reconnaître que nous nous battons pour les intérêts communs de l'étudiant béninois. Est-ce que c'est un problème pour un ministre? Il a eu même l'honnêteté. Ça a été un acte sincère. On peut y voir d'autres intentions. Mais je dis, devant tout le monde, reconnaître que quelqu'un qui a été emprisonné, quelqu'un qui a été, qu'on le veuille ou pas, qui a reçu des coups au nom des étudiants, fait un combat assez encourageable, mais c'est fait preuve d'honnêteté. Donc, il n'a rien fait de nouveau. Il a tout simplement confirmé ce qui est. Donc, dire que moi, j'ai officialisé le mouvement étudiant par le gouvernement, le contrôle du mouvement étudiant par le gouvernement, je pense que c'est trop dit. D'ailleurs, est-ce que le gouvernement et le monde estudiantin se retrouvent dans un combat ou bien dans une opposition politique? Non, nous nous battons pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants.
Et qui peut se battre pour l'amélioration? Tout le monde peut se battre pour l'amélioration des conditions de vie. Paraît-il que vous n'êtes pas étudiant. Je rappelle que vous faites partie des 21 étudiants exclus donc de l'UAC en 2016. Ces 21 étudiants ont été réintégrés en 2019. Ouais. Aujourd'hui, de façon officielle, est-ce que vous êtes régulièrement inscrit? Vous êtes régulièrement étudiant à l'université d'Abomey-Calavi? Merci de l'avoir rappelé. Merci de l'avoir rappelé. Vous l'avez dit, nous avons été exclus. Je fais partie des 21 responsables étudiants exclus en 2016 au nom d'une lutte commune, au nom de la session, la lutte pour la session de rattrapage. Et puis en 2019, nous avons été réintégrés. Donc, au nom du combat, j'ai été exclu et au nom du même combat, j'ai été réintégré. Et aujourd'hui, j'étais en année de soutenant de maîtrise quand j'ai été exclu. Aujourd'hui, je suis en année de soutenant de maîtrise. Et il faut que j'aille déposer mon document pour être programmé tout simplement. Donc, on ne peut même pas me dire que je ne suis pas étudiant. Et prendre la parole, exposer les problèmes en tant que d'abord acteur. Et en tant qu'un étudiant ayant vécu assez de choses, quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Et quand on me dit d'ailleurs que je ne suis pas étudiant, c'est faux. C'est faux. Oui. Est-ce que vous êtes régulièrement inscrit? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sauf que je n'ai plus d'inscription en cours. Je ne peux plus aller à un cours. Je n'ai que la soutenance à faire. Si je dois aller encore au cours, c'est-à-dire, ça veut dire que l'année prochaine, je dois aller m'inscrire dans une autre faculté ou bien dans une autre filière en première année. Mais pour les inscriptions que j'avais en cours, il n'y a que la soutenance de maîtrise à faire. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et d'ailleurs, dit que quand on n'est pas étudiant, on ne peut pas porter les problèmes de l'étudiant. Donc, vous allez me dire qu'un député ne peut pas porter les problèmes de l'étudiant. Un citoyen, un défenseur des droits de l'homme ne peut pas porter les problèmes de l'étudiant. Tout citoyen peut parler du monde estudiantin puisque nous sommes nous sommes des citoyens. Et quand nos frères étudiants, nos frères écoliers ont des problèmes, c'est un devoir pour tout citoyen de se lever et de dire, écoutez, à l'université, ça ne va pas. Cela ne veut pas dire qu'on se substitue bien, aux organisations estudiantines. La belle preuve, quand ça chauffe à l'université, on saisit des fois des centrales syndicales, on saisit des fois des personnalités du pays, on saisit des fois des anciens présidents de la République, des grands juristes. Est-ce que ceux-là sont des étudiants? Qu'on cesse de taper dans le vide. Quelle relation entretenez-vous avec les responsables étudiants, l'UNSEB, la FNEB et l'UNEB? Écoutez, moi j'ai fait la lutte à l'université avec toutes les organisations estudiantines en tant que simple étudiant. En tant que simple étudiant, j'ai très tôt compris que pour défendre des causes nobles, je n'ai pas besoin d'intégrer une organisation au détriment d'une autre. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe à l'université? Vous voyez une organisation INS qui lance des flèches ou bien qui combat une autre organisation et l'autre combat la troisième, alors qu'ensemble, nous disons que nous défendons les intérêts communs de l'étudiant. Si c'est les intérêts communs de l'étudiant qui nous lient, pourquoi se diviser? Pourquoi critiquer l'autre parce que l'autre est en train de parler des problèmes de l'étudiant? Moi, je pense que le combat n'est pas là, la lutte n'est pas là. Avec les organisations estudiantiles, en tout cas avec certains responsables étudiants qui sont crédibles et qui sont objectifs, moi, j'ai de très bonnes relations. Mais ceux-là qui pensent que non, Habib est à un niveau aujourd'hui et à cause de son niveau, nous, on n'a pas de visibilité. Quelle visibilité on veut avoir? Qu'en est-il alors de Damien Degbe, puisque sur sa page Facebook, il ne vous a pas raté? Oui, mais Damien Degbe m'a traité de tous les noms. Il m'a même traité de badaud. Mais pour moi, ça ne veut rien dire. J'ai toujours eu ces genres de critiques. Quand vous êtes à un niveau donné, vous devez accepter que des gens puissent vous critiquer, vous lancer des flèches. C'est de très bonne guerre. Si c'est pour l'intérêt commun, moi, je suis là. Mais si c'est pour ces petits détails, des attaques inutiles, au nom d'une jalousie donnée, moi, ça ne me dit absolument rien. Parce que je ne sais... Pourquoi cette jalousie? Qu'est-ce que vous gagnez en étant responsable étudiant justement, ou en portant donc la lutte oui, justement, c'est pourquoi je dis d'abord que c'est une guerre inutile. C'est une jalousie gratuite. Parce qu'on ne gagne rien à part la paix, la complicité de notre conscience, la paix avec notre conscience, à part la notoriété, le fait d'être reconnu, quand vous êtes reconnu comme quelqu'un qui défend
des intérêts communs. Vous êtes fiers de vous-même, vous êtes content de vous-même. Vous avez, je ne sais pas, vous avez une joie qui vous anime. Moi, quand je vais à l'université et que je vois des étudiants qui viennent me voir pour dire « Merci Habib pour avoir fait ceci pour nous. Merci Habib pour avoir dénoncé tel acte pour nous. » Mais moi, je suis très fier. Je me vois comme quelqu'un qui apporte quelque chose aux autres. C'est tout. Et je ne vois pas, vous n'allez jamais me voir d'ailleurs me lever pour insulter ou bien critiquer un responsable étudiant qui prend des initiatives. Si vous me voyez attaquer un responsable étudiant, c'est sûr qu'il a eu à peut-être escroquer un étudiant ou il a eu à défendre l'autorité au détriment de l'étudiant. C'est tout. Et je pense que ce sont ces problèmes qui peuvent nous diviser. À part ça, normalement, on devait être ensemble. J'étais même surpris de voir celui dont vous venez d'appeler le nom écrit sur sa page tout ce qu'il a écrit, parce que très souvent, ils n'ont pas le courage de me critiquer directement. Ils ne prennent pas des faux comptes. Vous avez vu des faux comptes. Un certain Francine Rangbe, ça n'existe pas. Ce sont ceux-là dont vous venez de parler, vous venez de mentionner bien, le nom. Eh bien, c'est ceux-là qui créent des faux comptes pour embrouiller l'opinion publique. Ils m'ont traité de tous les noms. Ils m'ont dit que je suis agent double, je suis espion du pouvoir, tout ça là. Mais ça ne m'a rien fait à moi parce que je connais je connais mon engagement, je connais la lutte que je suis en train de faire. On ne m'a pas dit viens dans la lutte. On ne m'a pas poussé à aller dans la lutte. En tout cas, c'est ma conscience, c'est ma conviction qui m'a poussé à aller à ce niveau et à prendre des risques et à prendre des coups. Oui, à vous entendre, c'est à croire que vous n'avez pas de problème particulier donc, avec les autres organisations syndicales. Vous entretenez de très bonnes relations. Avec ceux qui sont objectifs. Oui, toujours est-il que vous êtes accusé d'agression, je répète, d'agression donc sur des responsables du mouvement étudiant, surtout sur de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. De quoi s'agit-il? Vous savez, moi je suis habitué à l'ingratitude. Quand vous êtes un leader, souffrez qu'à un moment donné, des gens que vous avez fabriqués, vous avez formés, se retournent un jour contre vous. C'est toujours comme ça. Thomas Sankara a été trahi par son ami et beaucoup d'autres exemples. À l'université, moi, j'ai fait de l'UNICEF première organisation estudiantine. Et l'histoire est là, les éléments sont là. J'ai apporté tout ce que je pouvais apporter pour que l'UNICEF soit la première organisation représentative. Alors que je n'étais même pas de l'UNICEF. La seule organisation que j'ai servi à l'université, c'était la FNEP. Et quand j'apportais mon soutien à l'UNICEF, à l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, les gens m'ont critiqué. Ils m'ont dit, mais comment tu peux servir la FNEP et aujourd'hui apporter ton soutien à l'UNICEF? J'ai dit, dans le contexte dans lequel nous étions, je pense que c'est l'UNICEF qui peut porter la voix des étudiants. Mais ce sont ces mêmes aujourd'hui qui me traitent de tous les noms, qui me traitent d'être instigateur d'agression. C'est tout un problème. Je ne voudrais pas qu'on mélange nos petits problèmes, les petits problèmes à ceux qui devaient être quand même considérés comme ce qui est important. Quand je dis ça, il y a de petites querelles qui se passent entre responsables étudiants. C'est tout à fait normal. De petites querelles qui n'ont rien à voir avec la lutte ou bien avec l'orientation de la lutte. Je n'ai pas de problème avec sur le plan de la lutte, je n'ai aucun problème avec un responsable de l'UNICEF. Et d'ailleurs, quand on parle de l'UNICEF aujourd'hui, vous avez deux camps de l'UNICEF. Un camp dirigé par celui dont vous venez d'appeler le nom, et l'autre camp dirigé par Rodolfo Dakendi. Vous parlez de Damien Débé. Oui. Et l'autre camp dirigé par Rodolfo Dakendi. Oui, pourquoi cet état de choses? Non, moi, je ne suis pas mieux placé pour répondre. C'est vrai que j'étais témoin de l'histoire depuis 2014. Le mouvement étudiant, c'est un mouvement populaire, c'est un mouvement social, c'est un mouvement de tout le monde, pas seulement des étudiants. Vous comprenez un peu? Donc, au sein de l'UNICEF, ils ont leurs problèmes, ils doivent régler leurs problèmes pour le bien-être des étudiants. Et au moment où ils sont en train de régler leurs problèmes, moi, je me permets, et comme tout le monde d'ailleurs, de porter les problèmes qui viennent à mon niveau, aux yeux du monde, sur ma page Facebook, dénoncer. Je n'empêche personne de faire le combat pour les étudiants. Et même dans ce combat, des gens me traitent de tous les noms. Mais ça ne me dit absolument rien. Du moment où je trouve de satisfaction morale
en disant que ça ne va pas à l'université. Donc c'est tout. Que ceux qui sont en train de parler, de me jeter la pierre, tout ça là, cesse. Parce que ça ne sert absolument à rien et ça ne me dit rien du tout. J'ai une orientation inébranlable, inébranlable. C'est une perte de temps tout simplement à leur niveau. Voilà. Le deuxième point de cet entretien, c'est ce que vous appelez exclusion des licences classiques du métier de l'enseignement. Voilà. De façon officielle, est-ce qu'il y a une décision qui exclut donc les étudiants ayant obtenu régulièrement leur licence du métier de l'enseignement? Je rappelle donc que la remarque a été faite lors de la constitution donc de la base de données des aspirants au métier d'enseignant au primaire et au secondaire général. Bien sûr, c'est le communiqué interministériel qui est rendu public. Et vous avez vu, après l'étude de ce communiqué, que des gens qui ont la licence, par exemple, en philosophie, en géographie, en allemand, et en espagnol, et bien d'autres, n'ont plus la possibilité aujourd'hui d'accéder ou bien d'aspirer, bon, je ne sais pas, en tout cas d'accéder au métier de l'enseignant. Il n'y a plus dans les dossiers aujourd'hui, pour ces filières, il s'agit de la maîtrise et du master. Et là, c'est une décision, moi je trouve, très gauche. Parce que nous sommes dans un contexte aujourd'hui où ce que l'État réserve aux diplômés demandeurs d'emploi, c'est deux choses, si vous analysez très bien. C'est soit se faire recruter dans l'armée, militaire ou policier, ou bien aller dans l'enseignement. À part ça, l'État n'offre plus rien du tout, eh bien, aux diplômés, à ceux-là qui sont formés dans nos universités. On les pousse à aller créer, alors qu'ils n'ont pas reçu un certain nombre d'éléments de base pour aller créer. Encore que la création d'une entreprise, bien l'auto-emploi, demeure une option parmi tant d'autres. À vous entendre, c'est pas croire que la licence ne vaut plus rien. La licence ne vaut absolument plus rien dans notre pays. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, vous n'avez plus, avec votre licence en philosophie, en géographie, en allemand et autres, vous n'avez plus la possibilité d'aller donner des cours d'enseignement. Qui veut vous recruter? Personne. Le résultat est là. Et on exige la maîtrise. La maîtrise n'existe plus. Nous, on a fini, c'est notre génération qui a... Ce n'est pas une question de besoin. Non, qu'est-ce que vous appelez question de besoin? Moi, je vais revenir sur tout ça. Vous voyez, aujourd'hui, la maîtrise n'existe plus. On exige la maîtrise. C'est un problème. On dit maîtrise ou master. Combien d'enfants de pauvres, combien de Béninois, combien d'étudiants béninois aujourd'hui accèdent au master, font les masters? Vous ne savez pas pourquoi ils ont envie d'aller au master. Mais quand le master coûte 450 000, 550 000, 500 000, 600 000, combien de Béninois peuvent débourser pendant 2 ans plus d'1 200 000 pour aller faire un master? C'est pas qu'ils n'ont pas envie. Alors, on doit tenir compte de tout ça là. Qu'est-ce que le gouvernement propose aujourd'hui à ceux qui ont la licence et qui n'ont pas les moyens pour aller faire un master? La question est là. Il y a encore un autre problème. Quand je prends la licence, quand je prends des filières comme l'allemand, la langue, l'espagnol, il n'y a pas de master en allemand au Bénin. Il n'y a pas de master officiel comme ça en allemand au Bénin. Il faut aller en allemand, il faut voyager pour aller faire un master. Alors que la licence en allemand aujourd'hui ne peut plus enseigner dans un collège. Ce n'est peut-être pas une liste qui, je vais dire, dénote donc du besoin du gouvernement. Non, quand vous appelez, il n'y a pas... Parce que je rappelle, pour les lettres modernes, par exemple, ils ont accepté la licence. Et pour la géographie, ils n'ont pas accepté la licence. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément officiel. Non, je suis peut-être d'accord avec vous. Mais quand vous me dites qu'il n'y a pas une décision officielle, un communiqué interministériel, et qui situe clairement les diplômes à fournir. Oui, c'est pourquoi je parle de besoin. C'est peut-être uniquement pour on ne peut pas parler de besoin du moment, alors qu'il y a des milliers d'étudiants qui sont nantis d'une licence et qui ont besoin d'accéder à ce métier. Normalement, c'est de l'injustice tout simplement. Nous ne pouvons pas tous avoir un même diplôme. Le gouvernement a peut-être un programme pour Non, le gouvernement ne peut pas, on ne peut pas espérer que le gouvernement ait un autre programme pour eux, parce que ce n'est même pas dit. Le gouvernement, normalement... Quelles sont donc les dispositions prises par les responsables étudiants? Moi, je défends,
la cause de tous ces étudiants qui ont la licence et qui ont envie tout au moins d'aller donner des cours dans les collèges. Mais si on ne peut pas les recruter avec leur licence, qu'on leur permette d'aller faire une formation en métier de l'instituteur, en métier d'instituteur à moindre coût. Parce que le problème est là. Vous voyez, des gens ont envie d'être des enseignants. Ils ont envie d'accéder à l'école normale supérieure pour se faire former. Mais compte tenu de la procédure pour accéder à l'école normale supérieure et compte tenu des moyens qu'il faut débourser, des centaines de milliers qu'il faut débourser, ces enfants, ces frères sont obligés de rester à l'université et de chercher une licence. Alors là, le pouvoir, n'étant plus en mesure de prendre les licences, les dirigeants doivent créer un centre ou bien une autre alternative accessible à tout le monde afin que des gens puissent aller se faire former dans ces centres ou bien dans ces écoles que le gouvernement aurait créées pour tout le monde. Alors, les masters qui n'existent pas au Bénin, il faut que le gouvernement fasse tout possible, les dirigeants fassent tout possible pour que ces masters-là existent. Parce que je me pose la question, combien de Béninois peuvent débourser aujourd'hui de l'argent pour aller d'abord à l'extérieur, en Allemagne, comme le cas des filières en études germaniques, et en Espagne ou bien dans d'autres pays, comme ceux qui sont en espagnol. Combien de Béninois peuvent voyager et aller chercher un master là-bas, dépenser de l'argent et revenir dans leur pays? La situation est dramatique. Et même les licences qui sont acceptées, quand je prends l'exemple de la FAST, vous faites la CBG 1, CBG 2. Aujourd'hui, pour aller en troisième année, on accepte les licences des écoles. Vous comprenez un peu. Et beaucoup n'ont pas accès à ces écoles compte tenu toujours des moyens financiers. Donc, les licences classiques n'ont pas fait la pédagogie. Non, là, justement, c'est pourquoi il faut un centre, il faut une alternative pour former ces citoyens. Parce que tout ce que je dis, c'est compte tenu de la Constitution a été claire. L'État forme et l'État recrute. L'État a le devoir d'assurer l'emploi à tous les citoyens. C'est notre Constitution qui l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Même si aujourd'hui on nous dit que l'État n'a pas les moyens, je suis d'accord que l'État n'a pas les moyens. Mais au même moment où on dit que l'État n'a pas les moyens, l'État refuse de créer des alternatives pour recevoir tous ces demandeurs d'emploi. Quelqu'un qui est formé par l'État, qui est sociologue, géographe, il n'a pas tort d'attendre l'État parce qu'il est formé par l'État. Et si on veut que ces gens-là ne puissent plus attendre l'État, on doit leur donner autre alternative, leur créer autre opportunité. Permettre à ces gens-là de saisir d'autres opportunités afin de faire valoir le génie ou bien la compétence qui est en eux. Voilà ce que moi je pense. Nous sommes donc à la fin de cet entretien. Je suis quand même tentée de vous demander le bilan de l'ONG La Voix des étudiants dont vous êtes le président d'honneur. Bon, l'ONG La Voix des étudiants est créée en 2016, fin 2016, début 2017. Compte tenu d'un certain nombre de besoins. Et parmi ces besoins, c'est par exemple la question de l'emploi. Aujourd'hui, dans la lutte, l'ONG La Voix des étudiants, on ne peut pas citer tout ce qui se fait aujourd'hui pour l'étudiant sans citer les actions de l'ONG La Voix des étudiants. Et bien sûr, aux côtés des 3 autres organisations estudiantines. Et sur le plan du social, l'ONG La Voix des étudiants fait beaucoup. Vous avez vu le projet qui est lancé tout dernièrement par l'ONG La Voix des étudiants qu'on a appelé « Que sais-tu faire en dehors de tes études académiques ?» qui a pour objectif d'inviter des chefs d'entreprise, des gens qui ont eu à faire des études académiques d'abord et qui à un moment donné ont saisi des opportunités pour devenir aujourd'hui de grands chefs d'entreprise. Ceux-là sont invités à discuter avec les étudiants pour leur montrer que le tout ne suffit pas de rester dans les 4 coins d'un amphithéâtre, mais il faut aller saisir d'autres opportunités. On peut être un bon diplômé en sociologie, en géographie, en histoire, tout ce que vous savez, et être en même temps un bon plombier, un bon cordonnier, un bon couturier, etc. Donc, sur le plan social, sur le plan des questions d'emploi, sur le plan de la lutte, l'ONG La Voix des étudiants fait beaucoup de choses et va continuer à faire beaucoup de choses. Notre défi aujourd'hui, c'est d'enregistrer officiellement ce qui est en cours. C'est vrai qu'on a quelques difficultés à le faire, mais c'est en cours pour répondre en réalité à ceux-là qui critiquent l'ONG La Voix des étudiants pour dire, l'ONG n'est pas enregistrée.
Je rappelle que beaucoup d'organisations, les 3 organisations de la maison ont connu de plus grandes difficultés que l'ONG La Voix des étudiants. Mais ce qui est sûr, nous sommes sur le bon chemin. Voilà. Merci Habib Arandessi pour votre disponibilité et surtout pour avoir levé un point de voile donc, sur ces différentes polémiques donc, que suscite votre présence à l'UAC le vendredi dernier. C'est moi qui vous remercie. Amis internautes, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres.